Maureen Harvey n'arrive pas à trouver le sommeil. C'est comme si elle avait une intuition. La certitude que cette nuit, quelque chose se prépare. Elle ne sait pas encore quoi. Elle ne sait pas qui ça va concerner. Mais elle se sent prête. Pendant que Ray, son mari, est profondément endormi, elle se tourne et se retourne dans leur lit. Dehors, pas un bruit. Le silence enveloppe la banlieue tranquille de Birmingham, la deuxième plus grande ville du Royaume-Uni, située dans les Midlands de l'Ouest. Vers 3h du matin, bingo. Maureen finit par discerner au loin le moteur d'une voiture. Avant même qu'elle ne s'arrête devant son pavillon, elle a compris. Il ne peut s'agir que de son fils, Lee. Il a dû être mis dehors par sa fiancée pour la 15e fois depuis le début de l'année. Et il vient se réfugier chez ses parents. Elle sait déjà ce qu'il va leur dire. Cette fois-ci, c'est la dernière, promis. Elle est allée trop loin. Et puis, demain matin, dès qu'il sera debout, il s'empressera d'y retourner. Parce qu'il l'aime et qu'il ne peut pas s'en empêcher. Maureen, ça lui brise le cœur. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Lee a 25 ans, il est majeur et vacciné, et elle va pas s'immiscer dans ces histoires. Au fond, elle le fait déjà bien assez, et ça sert à rien. Avant même que la sonnette ne retentisse, elle a quand même allumé les lumières, et elle a secoué son époux. Ray se lève en grognant, et jette un œil par la fenêtre. Mais il ne reconnaît pas la Ford Escort de Lee. À la place, les lumières bleues et rouges d'un gyrophare tournent dans la rue. En bas, Maureen a déjà ouvert la porte. 2 policiers en uniforme se tiennent dans l'entrée. Ils ont retiré leurs casquettes, ils ont la mine basse, et ils n'ont pas de bonnes nouvelles à annoncer au Harvey. Dans les souvenirs de Maureen, tout s'embrouille à cet instant précis. Ses jambes se ramollissent, elle s'agrippe à ce qu'elle peut. Son cœur s'accélère, elle est en panique. Plus tôt dans la nuit, la police a été appelée pour intervenir au sud de Birmingham. C'est le propriétaire d'un cottage, installé au bord d'une route de campagne, qui a donné l'alerte. Lui, c'est pas un moteur de voiture qui l'a tiré du lit. Non, c'est plutôt des cris, des pleurs. Il a mis le nez dehors et l'éclairage détecteur de mouvement dans son jardin s'est activé. Les projecteurs ont illuminé la route. Sur le bas-côté, une Ford Escort blanche, à l'arrêt, se découpe dans la pénombre. Au milieu de la chaussée, une femme se tient à genoux, en larmes. Elle s'appelle Tracy Andrews. Elle a 27 ans. Dans ses bras, elle tient un jeune homme inerte, couvert de sang. Tu l'as deviné, il s'agit de Lee Harvey et de sa fiancée. À l'arrivée des secours, il n'y a plus grand-chose à faire. Lee est décédé depuis une vingtaine de minutes. Tracy, quant à elle, a le visage tuméfié, couvert de bleu. Rien de grave, a priori, sa vie n'est pas en danger. Mais elle est tout de même prise en charge par l'hôpital le plus proche, dans la petite ville de Redditch. Dans sa chambre, les policiers ne tiennent pas en place. Tracy est l'unique survivante, l'unique témoin. Elle est la seule à pouvoir leur raconter ce qui s'est passé. Dès qu'elle sera en état, ils vont s'empresser de l'entendre. Pour Tracy et Lee, la soirée du 30 novembre 1996 avait commencé au Marlbrook Public House, dans la localité de Bromsgrove. Attends, on arrête tout. Je viens de capter qu'un pub, c'est l'abréviation d'une public house? Tu le savais, toi? Non? Tu t'en fous, c'est ça? T'as sûrement raison. Après avoir bu quelques pintes, le couple décide de rentrer sur les coups de 22h. Lee et Tracy vivent à Alvechurch, un petit village du coin. Ils en ont pour 10 minutes de route. À mi-chemin environ, ils se rendent compte qu'ils sont suivis. Dans le rétro, une voiture surgit et s'est mise à les coller, à leur faire des appels de phare, à klaxonner. Au début, ils se disent que c'est rien de grave, sûrement un conducteur de BMW. Tracy parle même d'une cat and mouse chase, le jeu du chat et de la souris. La voiture à l'arrière tente de doubler Lee, qui, lui, ne cesse de se rabattre à droite ou à gauche pour essayer de l'en empêcher. Sauf qu'à un moment, il se fait dépasser. La voiture pile devant lui et l'oblige à s'arrêter. À l'intérieur, ils sont 2. D'abord, c'est le conducteur qui sort. Lee s'en va le confronter, et Tracy les observe depuis le siège passager. Ils se hurlent dessus, mais n'en viennent pas aux mains. Pas encore. À un moment, le conducteur se met en retrait, et c'est son passager qui intervient. Tracy le décrit comme un homme en surpoids, avec un regard ahuri, aussi flippant que les appels de phare et les coups de klaxon en tout cas. On est dans une sorte de continuité. Le passager, lui, ne prend même pas la peine de se présenter. Il se jette sur Lee et commence à le frapper. Tracy essaie d'intervenir, mais elle est violemment repoussée. Elle se tape la tête contre le sol, et sa vision se brouille. Quand elle reprend ses esprits, les 2 hommes remontent dans leur voiture et redémarrent. Lee, quant à lui, gît au sol. Elle se précipite pour le relever, et là elle se rend compte qu'il est couvert de sang. Il n'a pas été frappé. Non, il a été poignardé. Sa gorge a été tranchée, l'artère de sa carotide sectionnée. Tracy le serre dans ses bras, et elle le regarde mourir, impuissante. Elle reste comme ça pendant de longues minutes, jusqu'à ce que ses appels à l'aide incitent le riverain dans son cottage à prévenir la police. À l'hôpital de Redditch, elle est encore sous le choc. Elle n'a aucune idée de qui pourrait leur en vouloir à ce point. Il pourrait s'agir de 2 inconnus, 2 clients du pub à Bromsgrove qui les auraient repérés et qui auraient décidé de les poursuivre, pour on ne sait quelle raison.
Aussitôt ces premiers éléments recueillis, et avant même que le soleil ne se lève, les enquêteurs lancent une vaste chasse à l'homme dans le comté de Worcestershire. Bon, je te le dis tout de suite, comme ça on n'y revient plus, mon accent est toujours aussi expérimental. Les anglophones, ceux qui rigolent derrière leur écran là, vous allez souffrir dans cette vidéo, ok? Les signalements des deux individus qui ont attaqué Lee et Tracy sont diffusés dans tous les commissariats et dans la presse locale. Le passager, le tueur donc, est un homme blanc âgé de 25-26 ans, en surpoids et mesurant environ 1,80 m. Son complice, le conducteur, est également un homme blanc, mais beaucoup plus jeune, 18-19 ans. Il est plus petit, 1,70 m dans ces eaux-là, plus mince et porte des cheveux courts, foncés. Pour le véhicule, on cherche une Ford Sierra, couleur sombre, immatriculée en 1988. Tracy a pu mémoriser les deux premiers chiffres sur la plaque, et au Royaume-Uni, ils correspondent à l'indicateur d'âge du véhicule. Les infos devraient suffire pour que le DVLA, l'agence des permis de conduire et des immatriculations, puisse retrouver le propriétaire. En attendant, dès le lendemain, les journalistes débarquent à Birmingham, à Halfchurch et à Bromsgrove. La couverture médiatique est impressionnante. On a le pressentiment que cette affaire va devenir énorme. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est un peu cynique, mais c'est comme ça. Tracy et Lee sont deux jeunes gens vraiment pas désagréables à regarder. Des victimes aussi photogéniques en une des tabloïds, ça peut cartonner. Surtout que Tracy a toujours rêvé d'être mannequin. Les journaux n'ont qu'à se procurer son book photo et choisir les clichés les plus réussis. Succès garanti. Ça, c'est la première explication. Et il y en a une deuxième. L'attaque subie par Lee et par Tracy porte un nom bien spécifique. On parle de road rage, de rage au volant. L'expression a été inventée en Californie à la fin des années 80, même si c'est dans l'ADN des Parisiens depuis la nuit des temps. Là-bas, sur les autoroutes de Los Angeles, on a remarqué une recrudescence des altercations entre automobilistes. Des gens pètent un câble parce qu'on leur a grillé la priorité, ou qu'on les double d'un peu trop près. Au mieux, ça se règle à main nue. Au pire, parce qu'on est quand même aux États-Unis, ça sort les flingues, et ça finit en fusillade. Malheureusement, le concept s'est exporté dans le monde entier. Au Royaume-Uni, sur l'année 1996, on ressent un cas particulièrement violent de road rage. Le 19 mai, dans le Ken, Stephen Cameron est poignardé à mort par un automobiliste enragé et accessoirement en liberté conditionnelle. Le tout sur une bretelle d'accès à l'autoroute et sous les yeux de sa fiancée. 7 mois plus tard, un drame semblable survient dans le Worcestershire. Les points communs sont troublants. Et tu te doutes que l'opinion publique fait le rapport entre les deux dossiers. De là naît une forme d'appréhension, la peur que ce genre d'attaque irrationnelle puisse survenir n'importe où, n'importe quand. Et cette peur, les tabloïds anglais vont capitaliser dessus, grâce à la mort de Lee Harvey. Ah oui, parce qu'il faut savoir une chose. Aujourd'hui, avec Internet, c'est un peu moins flagrant, vu que même le fin fond des égouts peut s'exprimer librement. Mais à l'époque, les magazines anglais sont connus pour être extrêmement nocifs. Ils pourrissent la vie de plein de gens pour faire les choux gras. Donc forcément, quand le 3 décembre, les autorités organisent une conférence de presse, les journalistes se précipitent. Tout le monde est impatient de rencontrer Tracy Andrews en personne. Parce que oui, il est prévu qu'elle y participe. Elle a accepté de faire passer elle-même un appel à témoins. Après 48 heures, les investigations n'ont pas donné grand-chose. On en vient à compter sur la vigilance des habitants du comté. Ont-ils pu voir quelque chose cette nuit-là? Reconnaître les deux hommes? La Ford Sierra? C'est donc Tracy qui s'occupe de livrer tous les éléments. Elle a le soutien de Maureen, la mère de Lee, qui ne va pas lui lâcher la main, et de l'inspecteur en chef, assis de l'autre côté. Première surprise, elle ne ressemble pas vraiment au cliché retouché de son portfolio. Et c'est tout à fait compréhensible vu le contexte. Mais les photographes sont un peu déstabilisés. Tracy se présente l'air complètement hagard, avec des cernes creusées, son cocard, ses plaies sur le nez. Elle ressemble à un boxeur en interview après 12 rounds. À chaque fois qu'elle lève la tête, les yeux, les flashs crépitent, les reporters la mitraillent. Elle tente de rester concentrée et revient en détail sur cette soirée cauchemardesque. D'abord, la course-poursuite. Je répétais à Lee de ralentir, de les ignorer, de stopper la voiture, mais je sais pas si beaucoup de gens font comme ça. Une fois que tu es derrière un volant, tu changes parfois complètement de personnalité. Ensuite, elle revient sur l'affrontement. L'image du passager qui descend de la Ford Sierra. C'était son regard, ses yeux. Il avait pas l'air dans son état normal. Je l'ai vu frapper Lee. Je sais pas avec quoi, j'ai rien vu. Je suis tombé par terre, je suis resté assommé pendant un temps. Et pour finir, les derniers moments, les plus douloureux. L'agonie de Lee. J'essayais juste d'arrêter le saignement, de le réconforter comme je pouvais. On la sent bouleversée, apeurée, au point de commettre quelques erreurs. De se tromper sur l'heure à laquelle ils ont quitté le pub de Bromsgrove, par exemple. Tracy prétend être reparti avec Lee à 22h50. Au policier qui avait pris sa déposition à l'hôpital,
Elle avait pourtant indiqué 22h10. Bon, en anglais, la nuance est fine. La confusion est facile à faire. 10 to 10 ou 10 past 10. Mais l'écart reste énorme. Il intrigue même l'inspecteur en chef assis à côté de Tracy. Et elle va aller encore plus loin, en s'adressant face caméra au conducteur de la Ford Sierra. Vous connaissez forcément la personne qui était avec vous. Et cette personne a ruiné ma vie. Par pitié, dites-nous qui il est. C'est pas votre faute, vous risquez rien. Oui, enfin le conducteur a quand même initié la course-poursuite à l'origine de tout. Et il a pris la fuite avec son passager, après que ce dernier ait poignardé un inconnu au beau milieu d'une route de campagne. Il est au moins complice de meurtre. Donc bon, la police est pas 100% d'accord avec ce que raconte Tracy. Le conducteur sera évidemment accusé de complicité de meurtre, voire de conspiration, si la préméditation est avérée. Le moment est peut-être venu pour l'inspecteur en chef d'intervenir, avant que la situation ne lui échappe complètement. Il conclut vite fait. Nous ne souhaitons pas entrer davantage dans les détails à ce stade de la procédure. En résumé, on coupe le micro de Tracy et on remercie les journalistes qui se retrouvent évacués sur le parking. Forcément, entre eux ça papote. C'est à qui écrira le plus d'horreur dans leur torchon. Les mauvaises ondes captées durant la conférence de presse les ont poursuivis jusqu'ici. Étonnamment, le comportement de Tracy intrigue bien plus que les deux fous du volant recherchés par les autorités. À tel point qu'un reporter se permet une remarque. Si ça se trouve, ils viennent de rencontrer la véritable coupable de cette affaire. Une mauvaise plaisanterie? Avec le légendaire flegme britannique, on sait jamais vraiment. Mais après tout, pourquoi ne pas envisager l'hypothèse au sérieux? Suffit de poser la question à Maureen, la mère de Lee. C'est pas parce qu'elle a tenu la main de Tracy devant les journalistes qu'elle ne trouve rien à redire à ses déclarations. Au sujet de la road rage attack, elle répond qu'elle n'y croit pas une seule seconde. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que Maureen ne porte pas Tracy dans son cœur. Elles ont leurs différents de caractères qui ne s'assemblent pas toujours très bien. Tu le sens là que je prends 3000 détours pour pas t'avouer tout simplement que Maureen peut pas la blairer? Et ça, depuis le début de son histoire avec Lee. Une histoire qui débute en octobre 1994. Lee a alors 23 ans. Il travaille comme chauffeur de bus pour la compagnie West Midlands Travel. Son boulot, il l'aime sincèrement. Il lui permet de rencontrer chaque jour des personnes différentes. Lee, c'est un garçon sociable, drôle, parfois impertinent, mais sans jamais dépasser les limites. Il aime les arts martiaux, les voitures et le club de foot de Birmingham. Il est très proche de ses parents et de sa grande sœur, Michelle. Il a aussi une petite fille, Danielle. La relation avec la maman n'a pas vraiment fonctionné, mais ils sont restés amis. Et depuis, ils font leur possible pour élever leur enfant du mieux qu'ils peuvent. En résumé, c'est un type ordinaire, avec des joies simples, qui aspire surtout à être un bon père, ainsi qu'un bon mari. Je te l'ai déjà précisé, mais tout le monde s'accorde à penser que Lee est vraiment bel homme. Le genre qui ne passe pas inaperçu en soirée. Et justement, Tracy est décrite de la même manière par ses proches. Deux personnes qui accrochent immédiatement les regards quand ils entrent dans une pièce. Et bien sûr, quand ils se croisent un soir dans une boîte de nuit du centre de Birmingham, ça crée des étincelles. C'est étrange, mais j'ai pas les mêmes expériences en boîte. C'est un peu vexant. En 1994, Tracy est légèrement plus âgée que Lee. Elle a 27 ans. Elle est aussi originaire du coin. Elle est née le 9 avril 1969. Elle a grandi à Redditch, au sein d'une fratrie de 3. En 1975, elle a 6 ans, lorsque ses parents divorcent et mettent un terme à une vie commune tumultueuse. À ce stade, retiens que cet exemple parental va grandement influencer ses futures relations, et que l'adjectif tumultueux va beaucoup revenir. Tout comme Lee, Tracy ne va pas faire de grandes études, elle décroche avant la fin du lycée. Sauf que les deux sont beaux, et visiblement ça compte comme un master. Quelques années plus tard, à 21 ans, elle donne naissance à une fille, Carla. Avec le père, surprise, ça se passe pas très bien. Tracy se sépare de lui quelques mois après la venue au monde de leur enfant. Depuis, elle habite à Halfchurch, dans un HLM. Et elle travaille comme serveuse dans un pub, en attendant que sa carrière de mannequin décolle. Lorsqu'elle croise la route de Lee, ça clique tout de suite. Il y a une alchimie indéniable. Mais il y a autre chose aussi. Ils ont beau être jeunes, ils portent déjà tous les deux les mêmes cicatrices, gravées aux mêmes endroits. Ils ont chacun une fille, elles ont à peu près le même âge. Ils ont chacun échoué à construire une relation stable avec l'autre parent. Et ce sont deux fragments de famille qui se soudent pour en former un seul. Clara et Daniel jouent ensemble, s'entendent super bien. Le couple, lui, est inséparable, fusionnel. Et en 3 mois, Lee emménage chez Tracy à Halfchurch. Franchement, les premiers instants sont mignons. Profitons-en, parce que ça dure pas. En matière de concubinage, Tracy et Lee partagent un peu les mêmes travers. Leur ex confirme d'ailleurs. Ils peuvent se montrer possessifs, jaloux,
jaloux et possessifs. Ils se reprochent mutuellement de conserver un peu trop de liens avec le père ou la mère de leur fille. Ils déclenchent une crise pour un regard, pour un geste ou pour un coup de téléphone qu'ils vont juger louche. En fait, c'est un peu le problème des relations ultra-passionnelles, qui se développent à toute vitesse. La confiance n'a pas le temps de s'installer, de former une base solide. Au fond, aucun d'eux ne se connaît encore vraiment très bien. Et chacun reste méfiant. Que ce soit en privé ou en public, ça donne des scènes spectaculaires. Je te donne un exemple. Un soir, Tracy s'apprête à sortir en boîte. Elle interdit à Lee de venir avec elle, parce qu'elle veut profiter de ses amis. Un peu rude, mais pourquoi pas. Sauf qu'à l'arrivée, coïncidence ou pas, Lee se retrouve à danser dans le même club qu'elle, plus tard dans la nuit. Vu qu'on commence un peu à connaître les deux spécimens, je serais tenté de dire que ça n'a rien d'un hasard. Et que Lee préférait sans doute garder un œil sur Tracy. Du coup, ils commencent à s'engueuler sur le dance floor. Et ils en viennent aux mains. Les amis de Tracy rapportent qu'à un moment, elle a sauté sur Lee pour lui mordre le cou. Mais elle y va franchement, hein. Comme si, et là je cite, elle avait croqué dans une pomme. Finalement, je suis pas sûr de vouloir la vie des Jambeaux. Et ça, ce n'est qu'une anecdote parmi tant d'autres. Les voisins à Half Church, ils sont aux premières loges. Tous les soirs. Ils ont droit aux insultes que le couple s'envoie. Les télécommandes qui volent, la vaisselle qui se brise sur le carrelage. Parfois, la police s'invite même à la fête. Et je te rappelle qu'on est en HLM. C'est pas comme si les voisins avaient le luxe de s'offrir un petit cottage à la campagne, avec le calme qui va avec pour mettre de la distance. Au bout d'un moment, la pression monte tellement que ça finit par péter. Le couple se sépare. Enfin, c'est plutôt Lee qui se fait mettre dehors. Tracy met ses affaires dans des sacs poubelles avant de lui balancer en pleine tête. Ou alors elle jette directement ses vêtements par la fenêtre. Bah oui, pourquoi s'embêter? À quoi ça sert une fenêtre sinon? C'est dans ces moments-là que Lee échoue immanquablement chez ses parents, dans la banlieue de Birmingham. C'est aussi là que Maureen essaie de l'extirper de cette situation toxique, tumultueuse. Je t'avais dit que j'allais répéter ce mot comme un perroquet. Sauf qu'elle y arrive pas. Dès qu'il peut, Lee remonte dans sa Ford Escort, file à Half Church et retombe dans les bras de Tracy. La voilà, la dynamique principale. Une rupture, une réconciliation. Une rupture, une réconciliation. Leur oscillogramme est complètement chaotique. C'est l'antithèse du train de vie d'un couple pépère. Les rabibochages sont aussi passionnés que les crises. J'ai l'impression qu'au fond, ils la cherchent cette adrénaline, ces pics d'intensité. Et ils sont bien les seuls. Rien que de le raconter, ça m'épuise. Et bah tu sais quoi, en mai 1995, nouvel épisode. 7 mois après leur rencontre, Lee demande Tracy en mariage. Et bien entendu, elle accepte. Ils pensent que ça va peut-être tout changer, que ça va donner un cadre plus solide à leur vie. Dans leur entourage, on attend un peu avant de se réjouir. On s'inquiète même. Moi, j'aurais réservé la date sur mon agenda direct. Un mariage qui s'annonce aussi riche en drama, ça se rate pas. En tout cas, l'organisation de la cérémonie leur permet d'innover en matière de sujets de dispute. Évidemment, les fiançailles s'étirent. 1 an plus tard, ils ne se sont toujours pas dit oui officiellement. Et un heureux événement peut en cacher un autre. Durant l'été 1996, Tracy tombe enceinte. Là, il y a toujours 2 points de vue. Pour Lee, c'est le plus beau cadeau du monde. Il va être père pour la seconde fois. La famille s'agrandit. Pour sa mère, Maureen et sa grande sœur, Michelle, c'est la catastrophe. C'est l'épreuve qui va faire exploser le couple en plein vol, pour de bon. Malheureusement, on ne saura pas qui a raison. Un jour, en pleine virée shopping, Tracy chute brutalement dans les escaliers d'un centre commercial. Le choc est si intense qu'elle fait une fausse couche. Elle est dévastée. Lee aussi, tu penses. Mais ils vont se relever, comme ils le font toujours. Ils savent qu'ils ont toute la vie devant eux, et ils vont se promettre qu'ils recommenceront quand ils seront prêts. 3 mois plus tard, Lee est sauvagement tué dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1996. Ses proches s'attendaient à ce que son histoire d'amour finisse mal. Mais jamais, ils n'auraient imaginé que ça aille si loin. De son côté, Tracy ne s'en remet pas. Et c'est un euphémisme. Le 4 décembre 1996, au lendemain de la conférence de presse, elle avale un flacon entier de médicaments et tente de mettre fin à ses jours. À ses côtés, elle laisse une note, dans laquelle elle confesse qu'elle ne peut plus vivre sans Lee. Elle est découverte en pleine crise, et sauvée in extremis. À l'hôpital, les urgentistes pratiquent un lavage d'estomac, et réussissent à stabiliser ses fonctions vitales. Aux parents de Lee, qui viennent lui rendre visite, Tracy demande pardon. « Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée pour ce que j'ai fait. » Attends, quoi ? Elle est désolée ? Mais pourquoi exactement ? En quittant la chambre, Ray ne peut pas s'empêcher de murmurer à son épouse. C'est tout ce qu'on aura comme aveu. Oui, tu as bien entendu. Les Harvey ont un léger doute. Et ça fait un moment. Surtout depuis qu'ils ont appris la mort de Lee. Depuis que Tracy raconte cette histoire de road rage attack. Ils connaissent leur fils.
Il n'est pas du genre à se battre, à provoquer les autres, à faire le fou sur la route. Pourquoi 2 inconnus s'en prendraient à lui, comme ça, gratuitement? Et puis surtout, pourquoi Tracy a été laissée en vie? Pourquoi laisser à un témoin oculaire la possibilité de fournir un signalement? La police s'est posé les mêmes questions. Elle en vient à partager les soupçons de Maureen et de Ray. En fait, ils ont beau creuser, ils ne trouvent rien. L'agence des permis de conduire et des immatriculations n'a pas identifié de Ford Sierra couleur sombre, immatriculé en 1988, pouvant circuler dans le secteur au moment des faits. En fait, à part Tracy, personne l'a remarqué, cette Ford Sierra. Par contre, 2 automobilistes ont vu la Ford Escort blanche de Lee, la nuit du meurtre. Ils l'ont reconnue après coup, dans les journaux. Elle est passée devant eux à une intersection, avant de s'engager sur la route où Lee a trouvé la mort. Et sur cette route, ils étaient seuls. Il n'y avait pas d'autres véhicules qui les collaient, qui faisaient des appels de phare, qui klaxonnaient. Sur le bitume, on n'a jamais relevé de traces de pneus, de traces de freinage, ou quoi que ce soit qui puisse avoir causé une course-poursuite effrénée. Pire, les policiers repensent à l'emplacement de la Ford Escort quand ils sont arrivés sur place après le meurtre. Elle était stationnée proprement sur le bas-côté, pas arrêtée en catastrophe et en plein milieu de la voie. Non, sagement garée à l'écart, pour ne pas gêner la circulation. Un dernier témoignage sème le trouble pour de bon. On le doit à une enfant de 9 ans qui vit dans un autre cottage non loin de la route. Cette nuit-là, elle a été réveillée dans son lit par des éclats de voix. Elle les a entendus depuis sa chambre, à travers les fenêtres fermées. C'est pour te dire le nombre de décibels. Quand les enquêteurs lui ont posé la question, la petite fille s'est souvenue d'avoir aperçu 2 voix distinctes. Pas 4, seulement 2. Un homme, une femme. Aïe! À ce stade, un procureur aurait déjà de quoi lancer des poursuites. Mais attends, il y a encore mieux. Tandis que Tracy se remet à l'hôpital, les légistes signent leur rapport d'autopsie. Et dessus, ils ont noté beaucoup de choses. Le nombre de coups de couteau que Lee a reçus peut varier selon les sources. On en compte entre 37 et 42. Dans les 2 cas, c'est énorme. Une 40aine de coups de couteau assénés à la gorge, dans le dos, sur la poitrine. Une véritable frénésie. Et si t'es un habitué de la chaîne, tu sais qu'en général, un tueur ou une tueuse ne s'acharne pas comme ça sur sa victime, s'il n'existe pas un passif entre eux, si l'attaque n'est pas personnelle. On a également prélevé une mèche de cheveux, coincée dans la main de Lee, assez fournie pour établir qu'ils ont été violemment arrachés, comme au cours d'une lutte. La mèche est blonde, comme Tracy. Dernier détail, un peu sordide celui-là, mais je dois quand même l'aborder. Ce sont les coups de couteau portés à la gorge qui ont entraîné le décès de Lee. Ils ont sectionné l'artère carotide et provoqué une hémorragie fatale. Il faut savoir qu'une hémorragie artérielle, c'est assez impressionnant. Le sang coule comme une fontaine et le corps humain se vide très rapidement. Quelques dizaines de secondes, 1 minute, pas plus. À l'hôpital de Redditch, les policiers ont eu le réflexe de conserver les vêtements que Tracy portait au moment du crime. Son pull-over orange notamment. Il était ensanglanté. Là, tu te dis, c'est normal. Tracy a pris Lee dans ses bras durant ces derniers instants. Et le propriétaire du cottage confirme. Il les a aperçus dans cette position, au milieu de la chaussée. Sauf que, non, il y a un truc qui colle pas. Quand on observe les motifs que le sang dessine sur le textile, on discerne des éclaboussures, des projections. Mais au moment où Tracy enlace Lee, normalement, il s'est déjà vidé de son sang. Repense à l'hémorragie artérielle, la fontaine, 1 minute pas plus. En gros, les experts essaient de nous expliquer qu'il y a une autre manière de justifier les éclaboussures sur le pull de Tracy. C'est elle qui a donné les coups de couteau. Le 7 décembre 1996, 6 jours après la mort de Lee, Tracy est interpellée à sa sortie de l'hôpital. Le 19 décembre, elle est poursuivie pour le meurtre de Lee. Pourtant, les interrogatoires conduits entre-temps n'ont abouti à aucun aveu. Assistée de ses avocats, et malgré toutes les failles pointées par l'enquête dans son récit, Tracy continue à nier toute implication. Je ne vous dirai rien de plus, je maintiens ma version des faits. Malgré son manque de coopération, le juge chargé du dossier décide de la libérer sous caution dans l'attente de son procès. Dans le droit pénal britannique et dans une affaire de meurtre, la libération sous caution est accordée à un ou une prévenue si le tribunal est convaincu qu'il n'est pas susceptible de causer des blessures physiques ou psychologiques à autrui. Il a lu le dossier, le juge, ou ça servait juste à caler une table? Tracy se réfugie donc chez sa mère et son beau-père. Maureen et Ray sont outrés, mais ils se concentrent sur l'essentiel. En février 1997, ils obtiennent enfin l'autorisation d'inhumer leur fils. Les funérailles de Lee à Birmingham rassemblent des centaines de personnes venues lui rendre un dernier hommage. Dans la foule, les journalistes ont beau chercher.
il ne trouve pas Tracy. Tracy qui disait ne plus pouvoir vivre sans Lee. Non, elle est occupée à faire autre chose. Toujours en février, ses avocats transmettent aux autorités un portrait robot du tueur supposé. Le fameux passager de la Ford Sierra, en surpoids, avec ses yeux ahuris. La police va pas en faire grand-chose. Les enquêteurs se sont déjà forgé une opinion. Et à l'heure de l'ouverture du procès en juillet 1997, Tracy reste la seule suspecte retenue par la justice. Il faut lui reconnaître une certaine détermination. Encore et toujours, elle délivre aux jurés la même histoire. Cette course-poursuite dans la nuit, la road rage attack, Lee agonisant dans ses bras. Et cette fois, elle va plus loin. Elle ne cache pas le caractère explosif de sa relation avec Lee. Ou devrais-je dire, tumultueux. Les disputes violentes, les crises de jalousie, le chantage affectif, tout y passe, pour la première fois. Elle dévoile durant une audience que sa fausse couche était en réalité une IVG, une interruption volontaire de grossesse. Durant l'été 1996, elle venait de se séparer une énième fois de Lee. Elle avait peur de devoir gérer sa grossesse. Alors, elle a décidé d'avorter. Dans la salle, Maureen est scandalisée, et elle le fait savoir. En réaction, Tracy exige qu'elle soit exclue du procès, mais le juge refuse. Bon, hormis cet incident, la stratégie de la défense fonctionne plutôt bien. Elle consiste à jouer carte sur table, à rien occulter, les bons comme les mauvais côtés de leur cliente. Elle s'efforce surtout à démontrer la constante de son discours, qui n'a jamais varié tout au long de la procédure. Et c'est bien vu, parce qu'un menteur a du mal à se répéter de manière cohérente. De son côté, le procureur attend son tour en aiguisant ses lames. Et le 14 juillet, l'accusation contre-attaque. Point par point, méthodiquement, elle s'attarde sur chaque élément, chaque détail de l'histoire de Tracy, et la discrédite, sans vergogne. La course-poursuite qui ne laisse pas de traces, la Ford Sierra des tueurs que personne n'a vu, les éclaboussures de sang sur son pull, la mèche de ses cheveux dans la main de Lee. Acculée, Tracy bégait, incapable de répondre autre chose que « je sais pas ». Le procureur en profite, présente ensuite sa version alternative de la nuit des faits. Le début de soirée reste identique, les pintes consommées à Bromsgrove dans le pub. Mais ce que Tracy n'a jamais vraiment dit, c'est qu'elle et Lee ont passé l'après-midi à se hurler dessus. Les voisins peuvent confirmer. Les clients du Marlbrook Public House aussi. Cette dispute les a poursuivis où qu'ils aillent, et ce, même après 22 heures. Sur le chemin retour, dans la voiture, direction Half Church. Personne ne saura jamais ce qu'ils se sont balancés au visage à ce moment-là, mais il y aurait pu y avoir le mot de trop. Celui qui pousse Lee à freiner, à s'arrêter au milieu de nulle part. Est-ce que c'est lui qui sort de la voiture ? Est-ce que c'est elle qui claque la portière et qui décide de rentrer à pied, seule ? Lee essaie de la rattraper, de la convaincre de revenir, et la dispute reprend. Au bout du compte, lassé, Lee revient vers sa Ford Escort et tourne le dos à Tracy, qui en profite pour frapper. Une fois mort, elle le prend dans ses bras et se prépare à incarner la victime avant d'appeler à l'aide et de réveiller le voisin dans son cottage. Alors attention, je prétends pas que cette version est infaillible. En fait, à bien y regarder, le dossier de l'accusation traîne aussi de sacrées lacunes. À commencer par l'arme du crime, que les policiers n'ont pas réussi à retrouver. Mais ils ont quand même leur petite idée. Il pourrait s'agir d'un simple couteau suisse. Pourquoi un couteau suisse ? Parce que durant l'autopsie, les légistes ont observé à côté des plaies des sortes de piqûres, toujours par paires, comme si elles avaient été provoquées par une petite paire de ciseaux, soit l'une des multiples fonctions du couteau suisse. Parce qu'ensuite, en examinant les bottes que Tracy portait cette nuit-là, les experts ont relevé une empreinte ensanglantée, rouge et arrondie, à l'intérieur de la chaussure. Une empreinte qui ressemble beaucoup à un couteau suisse. La théorie est la suivante. Au lieu de s'en séparer sur la scène de crime, pour pas qu'il ne soit retrouvé, Tracy conserve le couteau avec elle et le cache dans sa botte. Une fois à l'hôpital de Redditch, elle profite d'un moment d'intimité pour s'en débarrasser dans les toilettes. Bien entendu, le procureur n'est pas en mesure de le prouver. Idem pour le mobile. Pourquoi Tracy aurait-elle tué Lee ? Pourquoi cette nuit-là en particulier ? Des experts psychiatriques associent son geste à une volonté de contrôle total, de soumission. En notant la vie de Lee, Tracy la possède complètement. Mais ça reste qu'une interprétation. D'ailleurs, l'acte était-il prémédité ? D'un côté, non. Tracy aurait pu sombrer dans un accès de rage, s'acharner sur Lee avant de reprendre ses esprits et de réaliser ce qu'elle avait commis. De l'autre, oui. On en vient à se demander si la mort brutale de Stephen Cameron, plus tôt dans l'année, aurait pu lui inspirer une idée. Maquiller un assassinat en road rage attack. Elle est frustrante cette affaire, tu trouves pas ? Au fond, il existe très peu de certitudes. On est obligé de spéculer, sans jamais avoir la moindre confirmation de ce qu'on avance. Au final,
Tout repose sur l'intime conviction des jurés. Le 29 juillet, après plusieurs semaines de procès, ils reviennent dans la salle avec un verdict. Tracy Andrews est reconnue coupable du meurtre de Lee Harvey. Elle est condamnée à la prison à vie, assortie d'une peine de sûreté de 14 ans. Pour synthétiser la pensée du jury, le juge lui adresse ces mots. « Vous seul savez ce qui s'est passé cette nuit-là. Nous en avons seulement constaté les terribles conséquences. » À l'énoncé, Tracy ne manifeste aucune réaction. Ce n'est qu'une fois installée à l'arrière de la voiture de police qu'elle craque. Pour la première fois depuis le début du procès, on la sent sincèrement terrifiée de ce qui va lui arriver en prison. Derrière la vitre, les photographes ne lui laissent aucun répit. Mais Tracy n'abandonne pas pour autant. Elle va s'estimer victime d'une erreur judiciaire et faire appel du verdict prononcé en première instance. Sans succès. La procédure est rejetée l'année suivante. Alors, en 1999, elle change son fusil d'épaule. Au cours du mois d'avril, elle transmet une lettre à son avocat dans laquelle elle admet enfin avoir tué Lee. Sauf qu'elle affirme avoir agi en état de légitime défense. Leur dispute au bord de la route entre Bromsgrove et Alvechurch aurait dégénéré. Lee aurait sorti un couteau suisse, mais elle aurait réussi à s'en emparer et à répliquer. Aujourd'hui, elle dit se sentir honteuse et se détester pour ce qu'elle a fait. Mais la famille de Lee n'en croit pas un mot. Elle voit dans ses aveux une tentative désespérée de réduire la peine de prison fixée. Et puis, quand on y repense, comment expliquer les plaies constatées dans le dos de Lee si Tracy a bel et bien agi en état de légitime défense? Pareil pour les 40 coups de couteau suisse, ça n'a pas de sens. Mais bon, peu importe, la lettre ne change rien. Tracy reste en prison. Là-bas, elle se métamorphose, littéralement. Elle devient une détenue modèle, suit une formation de coiffeuse, au point que l'établissement pénitentiaire lui accorde des sorties assez surprenantes. Au cours d'un week-end, par exemple, Tracy est autorisée à aller faire du shopping en ville avec une amie. Ou en 2009, de pratiquer une opération de chirurgie esthétique maxillofaciale. Montant 5000 livres sterling, prise en charge par le NHS, le système de la santé publique au Royaume-Uni. En gros, aux frais du contribuable. Franchement, quand j'entends ça, si t'es pas beau et de la classe moyenne, prépare-toi à rôter du sang toute ta vie. Petit à petit, Tracy prépare sa sortie de prison. En 2011, quand elle est libérée après avoir purgé ses 14 années de détention, elle est méconnaissable. Elle a transformé son visage, elle a teint ses cheveux blonds en brun, elle a changé plusieurs fois de nom. Tia Carter d'abord, Jenna Stevens ensuite. Incognito, elle s'installe au sud de l'Angleterre, dans une ville côtière qui demeure strictement confidentielle. À 48 ans, elle a rencontré un homme, un certain Phil Goldsworthy, 56 ans. Ah oui, je te rassure, il est visiblement informé de ses antécédents judiciaires. Faudra peut-être faire un peu gaffe durant les trajets en voiture, mais bon, ça a pas l'air de le gêner plus que ça. Ils vont même se marier. La cérémonie a lieu au sein d'un hôtel somptueux, un manoir dans les Cornouailles. Et pour l'anecdote, Tracy, alias Tia, alias Jenna, on s'y perd, désolé, s'est déguisée en policière pour son enterrement de vie de jeune fille. Pas sûr que ce soit de très bon goût. Sa nouvelle vie intéresse beaucoup les tabloïds. Tu penses bien que la manière avec laquelle elle est retombée sur ses quatre pattes suscite la controverse. Il y a à ma gauche ceux qui croient sincèrement en la réinsertion sociale et au fait de donner une seconde chance à n'importe qui, peu importe les crimes commis. Et puis à ma droite, il y a ceux qui ne comprennent pas comment une peine de prison à vie peut s'achever au bout de 14 ans, entrecoupée de sorties shopping. Naturellement, la famille de Lee fait partie de la deuxième catégorie. Sa fille, Danielle, a une vingtaine d'années désormais. Ses parents, toujours vivants, n'ont jamais tourné la page. Tu m'étonnes. Tracy aura beau changer de prénom, de mâchoire ou sa coupe de cheveux, elle restera la meurtrière de leur fils. En 2007, Maureen avait même publié un livre, et elle avait choisi un titre plutôt éloquent. Il manque un poil de nuance, mais il a le mérite de plutôt bien résumer cette affaire. Le mal à l'état pur. Comment Tracy Andrews a assassiné mon fils, trompé le pays entier, et m'a condamné à une vie de douleur et de misère. Limpide. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans ce cas, mais moi c'est le meurtre au couteau suisse. Et même pas avec le couteau du couteau suisse, mais avec les petits ciseaux. Bon, il y a de quoi être un peu tendu sur cette fin de vidéo. Ce sentiment me rappelle l'affaire Mary Carlson que je t'avais racontée ici, et une personne qui s'en est très bien tirée à la fin. Je te laisse aller voir la vidéo. On est arrivé à la fin de cette affaire criminelle, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément, et surtout je te dis à très vite. Bye.